à tous, mesdames et messieurs. Tout de suite, les grands titres. Eh bien, initialement prévue à Goma, la réunion des ministres de la Défense de pays membres de l'EAC n'a pas eu lieu. Une réunion importante qui devrait clarifier les mandats des troupes militaires de l'EAC qui intervient à l'est du pays. Vous aurez plus de précisions dans quelques instants dans ce journal. Et puis, plusieurs ménages sont affectés par les inondations qui ont eu lieu dans la nuit de lundi à mardi 18 avril dans la ville d'Uvira au sud Kivu. Eh bien, ces inondations sont dues aux pluies diluviennes et débordements des eaux de la rivière Kalima-Bengue qui ont causé d'énormes dégâts matériels. C'est donc tout pour le titre, mesdames, messieurs. Merci d'avoir choisi Malaika Télévision pour vous informer. Pour commencer, dans l'avant-midi d'hier mercredi 19 avril 2023, la Banque mondiale a publié un nouveau rapport sur l'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Eh bien, elle a par ailleurs estimé que 29 millions de personnes dépendent de l'aide alimentaire d'urgence et 41 millions sont vraiment menacés pendant cette période. Plus de précisions dans ces commentaires de Jérémy Diafari. C'est un nouveau rapport de la Banque mondiale. 29 millions de personnes dépendent actuellement en Afrique de l'Ouest et centrale de l'aide alimentaire d'urgence. Plus de 41 millions de personnes sont menacées pendant cette saison creuse de cette année. C'est-à-dire que la situation de l'insécurité alimentaire devient alarmante dans ces continents. Cette institution financière a attribué l'incidence élevée de la malnutrition dans la région à la fragilité et au conflit, aux niveaux élevés de pauvreté, à l'accélération du changement climatique, à la faible productivité agricole et à la dégradation de l'environnement. L'Agence des Nations Unies pour le Programme alimentaire mondial avait repris ce dernier avertissement sur cette crise alimentaire. Elle a estimé à 48 millions le nombre de personnes en Afrique occidentale et centrale, alors que les efforts pour contenir l'inflation contribuent aux pénuries alimentaires. Pour faire face à cette situation, la Banque mondiale a adopté une approche régionale pour renforcer la résilience du système alimentaire et mobiliser des fonds d'intervention d'urgence auprès de l'Association internationale de développement. D'ici 2050, l'Afrique devra satisfaire une demande supérieure de plus de 160% à ce qu'elle est aujourd'hui. La recherche d'une autonomie alimentaire est donc une stratégie pour le futur du continent. Et à Kinshasa, le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a reçu en audience les députés nationaux membres de l'Union sacrée de la Nation, élus du Grand Katanga. Les questions des développements socio-économiques étaient au centre des échanges entre le Premier ministre et ses élus du peuple de l'espace Grand Katanga. Joseph Kaongo, pour plus de précision. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience le mardi 18 avril 2023 la délégation du caucus de députés nationaux membres de l'Union sacrée de la Nation, élus du Grand Katanga. Plusieurs points ont été au cœur des échanges avec le chef du gouvernement, à savoir la sécurité, le social de la population du Grand Katanga, incluant la flambée des prix des denrées de première nécessité, mais aussi leur engagement en tant que membre de l'Union sacrée de la Nation. Au sortir de l'audience, l'honorable Jean Banzalunda, président du caucus des députés nationaux de l'Union sacrée de la Nation Grand Katanga, s'est exprimé en ces termes. C'est un honneur que nous avons reçu, nous en tant que caucus des députés nationaux élus du Katanga, d'être reçus par le chef du gouvernement. Nous avons passé en revue les questions vitales qui concernent notre espace, notamment la question liée à la sécurité. Nous avons passé en revue les questions sociales, notamment sur la flambée des prix des denrées de première nécessité. Nous avons aussi passé en revue notre engagement en tant que membre de l'Union sacrée. Nous avons fait une sorte d'état des lieux depuis notre adhésion à l'Union sacrée, la marche de l'Union sacrée dans la province du Katanga. Et donc, nous avons réitéré notre engagement à œuvrer pour accompagner le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, et travailler pour sa réélection. Selon le président du caucus des députés nationaux de l'Union sacrée de la Nation, Grand Katanga, leurs préoccupations ont trouvé écho favorable auprès du chef du gouvernement, Sama Lukonde. Oui, nous avons eu des réponses claires et des réponses rassurantes, notamment sur la question de la sécurité de nos concitoyens au Katanga. Les dispositions sont prises pour que les criminels soient neutralisés et que les questions liées à la flambée des prix
Les solutions sont en train d'être trouvées et je crois que notre gouvernement nous inspire confiance et nous croyons en ce gouvernement et nous comptons avoir ces résultats le plus vite possible. Je l'ai annoncé en titre, initialement prévue à Goma, la réunion des ministres de la Défense des pays membres de l'EAC n'a pas eu lieu. Une réunion importante qui devrait clarifier le mandat de troupes militaires de l'EAC qui intervient à l'est du pays, qui a justement expiré depuis le 31 mars dernier. Narcisse Mapenziake revient là-dessus pour plus de précisions. Selon plusieurs sources, la rencontre des ministres de la Défense de pays membres de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, ne va plus se tenir ce mercredi 19 avril à Goma, dans le Nord Kivu. Cette rencontre devrait se pencher sur l'évaluation du mandat de la force de l'EAC qui a expiré depuis le 31 mars dernier. Officiellement, ni les raisons de la non-tenue de ces assises, ni une nouvelle date de ce rendez-vous n'ont été communiquées. Une situation qui inquiète la société civile de cette partie du pays dans la mesure où la réunion était attendue pour clarifier le mandat des forces de l'EAC dans cette partie de la République démocratique du Congo. S'exprimant à ces sujets le lundi dernier, lors de sa rencontre à Goma avec la presse, le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya a indiqué qu'il ne fallait pas se faire une fixation sur les dates. Quoi qu'il en soit, on sera obligé de nous retrouver parce que la problématique est connue et l'urgence de se réunir pour discuter est aussi évidente, déclarait Patrick Muyaya lors d'un point de presse à l'est du pays. Il faut rappeler que plusieurs forces militaires séjournent déjà à l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre du retrait des terroristes du M23, notamment dans le Nord Kivu. Eh bien, l'Est de la RDC compte actuellement 252 groupes armés locaux et 14 groupes armés étrangers. Eh bien, c'est ce qu'a indiqué à Kinshasa le coordonnateur du programme des désarmements, des mobilisations, des réinsertions communautaires et stabilisation. C'était au terme d'un état des lieux effectué dans 5 provinces de l'Est de la RDC. Eh bien, pendant ces temps en Ituri, depuis les débuts du mois d'avril, ces groupes armés ont occasionné la mort d'environ 150 personnes d'après les sources humanitaires. Guilain Bafounier, Francine Missenga. Un état des lieux dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo a révélé qu'il existe 252 groupes armés locaux et 14 groupes armés étrangers selon les programmes de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Ce rapport a été annoncé mardi 18 avril à Kinshasa. Les statistiques se rapportent aux provinces suivantes: les Sud Kivu, le Nord Kivu, l'Ituri, le Tanganyika et les Maniema. Tomin Tambwe Ushindi, coordinateur national de programme, en a dévoilé les détails le mardi à la presse. À cette occasion, le coordinateur national a exhorté tous les Congolais à déposer les armes. Tomin Tambwe a souscrit à l'appel lancé par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'espoir de ramener la paix dans tous les pays. Déjà lundi dernier, une centaine de combattants des groupes armés Codeco et FPIC ont déposé leurs armes. C'était lors du lancement de l'opération de désarmement à Ituri. Pendant ces temps, un rapport récent rendu public par les bureaux de coordination humanitaire précise que dans les territoires de Djougou, plus de 110 personnes ont été tuées entre les 3 et les 14 avril lors de l'incursion armée dans les zones de santé de Kiko, Chomia, Dridro, Nizi et Fataki. Selon les mêmes rapports, depuis le début du mois d'avril 2023, les attaques armées ont fait environ 150 morts dans les territoires de Djougou, Irumu et Mambasa en Ituri. En santé, le gouvernement congolais, ses partenaires techniques et financiers du secteur de la santé vont lancer une nouvelle phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Eh bien, cette annonce a été faite le mardi 18 avril à l'issue de la réunion de la santé avec une délégation de la Fondation Bill et Melinda Gates. Les représentants de l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF, ce sont les enfants des 0 à 5 ans des provinces qui connaissent justement la résurgence
dans la capitale qui sont concernés par cette campagne qui sera lancée les 18 mai prochains dans plus de 20 provinces congolaises où les comités locaux de riposte seront également installés à cette occasion pour permettre la supervision totale de cette campagne. Eh bien, les bailleurs des fonds sollicitent également l'engagement du gouvernement congolais pour la réussite des activités des ripostes à travers la prochaine phase. Parlons autre chose à présent, eh bien la proposition de loi portant modification des procédures pénales a été déclarée recevable à l'Assemblée nationale à l'issue de son examen dans la plénière du jour. Eh bien, jugée recevable, cette proposition de loi a été envoyée à la commission paye pour toilettage et modification complète du décret du 6 août 1956 portant code des procédures pénales. Les précisions ici avec Francine Missengangando. C'est ce mardi 18 avril 2023 que l'Assemblée nationale a déclaré recevable la proposition de loi portant modification du Code des procédures pénales visant à exempter notamment les victimes des violences sexuelles, les veuves et les orphelins des paiements des frais de justice. Cette proposition de loi, une initiative parlementaire du député national Juvenal Munobo, élu de l'UNC, déposée au bureau de la Chambre basse du Parlement depuis vendredi 28 janvier 2022, vise à la dispense des frais de justice à l'endroit des personnes victimes des violences sexuelles, des témoins des violences sexuelles, des personnes handicapées, des veuves, des orphelins abandonnés et les personnes de troisième âge. D'après l'élu de Walikale dans la province du Nord Kivu, ces personnes ont toujours des difficultés à défendre leurs droits devant les instances judiciaires à cause des différents frais de justice. L'objectif donc de la loi, c'est d'améliorer l'accès à la justice au Congo. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo, c'est un état de droit. Le président Tshisekedi lutte pour l'instauration effective d'un état de droit, c'est-à-dire un état dans lequel l'accès à la justice est équitable à tout le monde. Et donc, à travers cette loi, c'est une petite contribution qu'il faut considérer à juste titre, pour améliorer l'accès à la justice en République démocratique du Congo, dans la vision du président Tshisekedi et en ligne droite avec les programmes du gouvernement de la République démocratique du Congo. Ça vise également la protection des groupes vulnérables, raison pour laquelle je ne me suis pas limité uniquement aux victimes de violences sexuelles. J'ai pris au moins 3 groupes vulnérables, parce que la pratique nous renseigne que c'est difficile pour ces personnes d'ester en justice, c'est-à-dire de demander qu'elles soient rétablies dans leurs droits, d'ester en justice, soit comme défenseur, soit comme demandeur. Le texte est envoyé à la commission PAJ pour un examen approfondi. Cette commission dispose de 3 jours à dater de ce mercredi 19 avril 2023 pour déposer son rapport. Et sur le même chapitre, la loi portant modification du code de procédure pénale visant à exempter notamment les victimes des violences sexuelles, les veuves et les orphelins de paiement de frais de justice a été aussi déclaré recevable à l'Assemblée nationale. L'initiateur de cette loi, le député national Juvenal Munobo, estime que cette catégorie de personnes ont toujours des difficultés à défendre leurs droits devant les instances judiciaires à cause des différents frais. Alors, comment rendre effective cette loi au sein des cours et tribunaux au pays? Maître Didier Moulongo, avocat au barreau du Haut-Katanga, nous explique. Permettez-moi de dire que la République démocratique du Congo souffre bien entendu d'un problème lié à votre préoccupation. C'est quoi le problème? L'arsenal juridique congolais est tellement riche, rempli de dispositions légales, mais dans toute la difficulté, c'est l'effectivité ou l'applicabilité de ces dispositions légales. Je pense que la première des choses, c'est qu'il faudra vulgariser la loi, permettre à ce que les paisibles citoyens congolais puissent être au courant de cette loi qui existe, qui donne la possibilité aux handicapés, aux veuves, aux orphelins abandonnés et aux personnes de troisième âge de bénéficier d'une prise en charge en rapport avec les frais de justice et d'échapper aux tractations ayant trait à ces frais. Je pense que le pouvoir judiciaire, avec un peu de volonté dans notre pays, peut mettre en place une commission
une commission qui va bien entendu repérer toutes ces personnes qui rentrent dans cette catégorie. Il y a l'État congolais qui essaie de mettre en place les mécanismes pour pouvoir aider la population congolaise. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui vont en abuser. Ils vont se prendre pour des orphelins alors qu'ils ne le sont pas. D'autres aussi pour des veuves alors qu'ils ne le sont pas. Moi, je pense que ces genres de personnes doivent être réprimés sévèrement une fois décédés. Par exemple, pour la catégorie des handicapés, ça c'est facile. La veuve, une femme veuve, elle peut brandir l'acte de décès de son époux. Moi je pense que c'est facile, mais la plus grande question, voir aussi des personnes de troisième âge, c'est facile, mais la plus grande question c'est un rapport avec les orphelins abandonnés. Mais pour cette catégorie, je pense, s'il y a une commission au sein de cours et tribunaux, ici je cite, au parquet, parce que c'est au parquet là où on dépose les plaintes. Si la commission qui sera montée au parquet peut travailler en synergie avec les organisations non gouvernementales, les ONG dans notre pays, qui travaillent avec les enfants orphelins. Moi je pense, par ces canaux, les ONG vont faire, je ne sais pas, les filtrages. Les ONG vont enregistrer les orphelins abandonnés qui veulent bien bénéficier de cette prise en charge ou qui se retrouvent être victimes de ces actes. Eh bien, les ONG vont transmettre cette liste à la commission qui sera établie au parquet. Le directeur général de la Société nationale d'électricité SA, Fabrice Lusinde, a été suspendu de ses fonctions à la suite d'un arrêt signé par la ministre d'État, ministre du portefeuille, Adel Kanyinda. Eh bien, cette décision fait suite à la recommandation de l'Assemblée nationale de révoquer le DG de la SNEL. Les précisions ici avec Chadra Kaila. Dans son arrêté, la ministre d'État, ministre du portefeuille, a fait savoir que sa décision se réfère à une recommandation de l'Assemblée nationale qui faisait suite à l'interpellation du directeur général de la SNEL, Fabrice Lusinde. On peut lire dans cet arrêté, considérant la recommandation de l'Assemblée nationale formulée à la suite de l'interpellation de M. Fabrice Lusinde Walusangi Kabemba, directeur général de la SNEL, d'obtenir la révocation dans 48 heures pour cause d'incompétence et d'inefficacité dans la gestion de la société, considérant la nécessité de préserver les intérêts de l'État dans la SNEL SA. Vu l'urgence, article 1 est suspendu de toutes ses fonctions au sein de la SNEL SA, entreprise du portefeuille de l'État, M. Fabrice Lusinde Walusangi Kabemba, directeur général. Article 2, le président du Conseil supérieur du portefeuille est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Il faut rappeler que le mercredi 12 avril de l'année en cours, les députés nationaux ont, lors d'une plénière, voté pour la révocation du DG de la SNEL. Cela à la suite de la recommandation formulée par les députés nationaux Prosper Boukassa, auteur de l'interpellation de ses mandataires publics à la Chambre basse du Parlement. L'Assemblée nationale a pris cette décision au regard de l'incapacité du DG Lusinde à répondre aux différentes préoccupations de la représentation nationale. Et sur un autre chapitre, eh bien, plusieurs défis restent à relever afin de trouver une solution durable face à la flambée périodique du prix de la farine de maïs, notamment à Lubumbashi. Eh bien, l'allègement des taxes à l'importation et l'augmentation de la capacité de production sont parmi les facteurs que le gouvernement doit prendre en compte. Eh bien, cette année, la situation s'est empirée parce que la Zambie n'a pas réussi à bien subventionner les secteurs agricoles juridique. Eh bien, nous en parlons ici avec un ingénieur en cette matière. Il est au micro de Marcel Kataya et Roli Lokinda. La hausse de denrées alimentaires, notamment la farine de maïs aujourd'hui, c'est une conséquence qui vient de plusieurs causes qui ont été à la base. Notamment, nous dépendons jusque-là, pas totalement de la production locale, mais aussi des importations, presque au-delà de 50% ou 70% de notre alimentation, de la farine à partir de la Zambie. Et la Zambie aujourd'hui a placé une barrière, des mesures protectrices pour sa population, étant donné qu'ils n'ont pas produit suffisamment cette année, cette saison, et dû à certaines difficultés de subvention de leurs fermiers.
ce qui pose aujourd'hui une situation difficile et nous subissons des conséquences très directes. La production au niveau de la province, elle est encouragée parce que nous sommes allés de 5 000 hectares vers 10 000 hectares, de 10 000 hectares vers 15 000 hectares et cette saison, nous avons atteint 20 000 hectares de production avec le gouvernement local. Mais cela, tout ce que nous produisons au niveau de la province ne suffit pas pour résoudre la faim, la situation, la consommation au niveau de cette province. Et aussi, il faudra noter que la province du Haut-Katanga ne produit pas seulement pour elle-même. Nous produisons pour les autres provinces aussi, et ce qui n'est pas suffisant. Alors, ici, la solution, c'est laquelle? C'est pouvoir penser à augmenter d'abord la capacité de production pour les agriculteurs et aussi demander aux autres provinces d'emboîter les pas. Et plusieurs ménages sont affectés par les inondations qui ont eu lieu dans la nuit de lundi à mardi 18 avril dans la ville d'Uvira, au sud Kivu. Et bien, ces inondations sont dues aux pluies diluviennes et au débordement des eaux de la rivière Kalimabengue qui ont causé d'énormes dégâts matériels. Un reportage de Fidélie Ilunga et Francine Missenga. La nuit de lundi 17 à mardi 18 avril 2023 n'a pas été rose pour les habitants qui longent la rivière Kalimabengue dans les territoires d'Uvira, dans la province du Sud Kivu. Des fortes pluies se sont abattues sur la ville et ont détruit plusieurs habitations dans les bas-fonds de Kilibula et Nyamianda, deux quartiers de la ville d'Uvira qui longent la rivière Kalimabengue. Selon la mairie d'Uvira, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais plusieurs dizaines de maisons d'habitation ont été inondées ou détruites et bien des ménages emportés. La plupart de la population d'Uvira a été alertée par des coups de feu de la police et des sifflets des jeunes vigiles pour quitter nuitamment leurs habitations. Visiblement, les eaux boueuses de la rivière Kalimabengue ont formé plusieurs méandres après avoir charrié tout sur leur passage, emportant même les grosses pierres avant de se jeter sur les lacs. Rappelons qu'en avril 2022, la ville d'Uvira s'était réveillée sous une forte pluie qui avait occasionné d'énormes dégâts matériels et humains. Les rivières Mulongwe et Kavimvira avaient débordé, causant au moins 30 décès et blessant plusieurs autres personnes. Et cette catastrophe avait également détruit plus de 3000 habitations, faisant près de 100 000 sans-abri. Et c'est la fin complète de ce journal. Merci à tous, mesdames, messieurs, de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes.